France Maghreb 2. Au programme pour ce grand forum en ce mardi 18 juin avec le sujet à la une, le président Mohamed Morsi renversé par un coup d'état en Égypte en 2013 puis emprisonné. La France doit-elle revoir ses relations avec le Caire? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle nous tenterons de répondre avec Audrey Pronosti, Abdeslam Itache et Philippe Poriachi. Avec vous aussi auditeurs, 01 40 33 9000. Objectif, au moins 10 000 conseillers municipaux après mars 2020 de la République en marche. Peuvent-elles le faire? On essaiera de se poser la question tout à l'heure. Sans oublier avis tranché, zapping et info zappé au programme de ce grand forum et le quiz en fin d'émission qui aura le trophée en fin d'émission réponse tout à l'heure, un peu avant 18h. Le grand forum, le coup de cœur. Le grand forum, merci d'être avec nous sur France Maghreb 2, c'est mardi, nous sommes le 18 juin, vous êtes bien sur France Maghreb 2, non ce n'est pas l'appel du 18 juin mais bien le rendez-vous sur France Maghreb 2, ça s'appelle le grand forum, quoique l'appel du 18 juin avec Abdeslam Itache, ça pourrait quand même avoir de la gueule. Salut Abdeslam. L'appel et la pioche, bonjour Christophe. Oh, ça y est, commence. Et puisqu'il parle de pioche, le jardinier aussi est avec nous, salut Philippe Bourriachi. Salut tout le monde, salam alaikum. Bonjour mon Philippe et encore une fois toutes nos félicitations pour le revenu. Merci, Alan vous remercie et il est impatient de venir faire ses armes chez vous. Ah oui, très bien. Audrey Pronosti, il fallait bien une touche féminine quand même. Bonjour Audrey. Bonjour Christophe, bonjour à tous, bonjour Philippe. Ça va aller aux côtés de ces deux mâles? Oui, bon, je vais faire avec, hein. C'est pas comme si j'avais le choix de toute façon. Bon, très bien. Prends le power. L'ambiance est... Bon alors comment il va Alan? Oula, commencez pas avec les Arsènes, hein. Attention. Pardon. Bah écoutez, déjà merci à vous toutes et à vous tous pour les... je crois que je suis à 2000 messages d'amitié, de soutien. Ça fait quoi d'être coté? Ah bah c'est pas mal, c'est pas mal. Non mais d'autant plus qu'il y a deux messages. Alors tous vos messages m'ont bien évidemment touché et fait plaisir. Ouais. Mais il y a deux messages qui sont très forts, qui sont arrivés à quelques secondes d'intervalle. Un d'Israël et un de Palestine, et les deux disaient la même chose, et c'était, voilà, c'est juste beau et magnifique, et voilà cette lueur d'espoir. Merci Alan pour cette lueur d'espoir. Bon, en tout cas, bienvenue à lui, en plus il est né le jour de la fête des pères. C'est ça, bah, tant qu'à faire, il a donné le ton de ce qui m'attend, et ce qui nous attend, pardon, pour les 50 années à venir. Abdeslam, ça te donne envie d'en refaire? Ouais, bah, j'en ai 5 à la maison, ouais, quand je vois des petits bouts d'amour comme ça, bon, je pense pas que madame soit partante, mais... Ah, oui, effectivement, il faut être deux. Hein. Ouais. C'est un peu la base en même temps le truc. Ah, bientôt avec la GPA. Ah oui, effectivement, j'avais pas vu ça la GPA, la PM1. Bon, si nous redevenons sérieux. Tiens, j'ai un petit quiz. Audrey, tu vas me faire le plaisir de les laminer les deux. Ouais, bah on va essayer, hein. Il y a un petit quiz sympa avec des questions relativement simples aujourd'hui. J'ai hâte. Alors, fin d'émission tout à l'heure, évidemment, comme chaque grand forum sur France Maghreb 2. On va commencer par un sujet assez sérieux, assez lourd, messieurs, dames, puisque c'est la question du jour, forcément, c'est à la une. Le sujet, donc, à la une, le président Morsi, renversé par un coup d'état en Égypte, c'était en 2013, puis emprisonné. La France doit-elle revoir ses relations avec le Caire? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez. Et là, pour le coup, vous êtes, pour le coup, très sûr de vous, hein. 96% sur Twitter, le grand forum FM2, 67% sur Facebook. France Maghreb 2, vous continuez de voter, vous nous appelez au 01 40 33 9000. Mohamed Morsi qui est effectivement mort hier durant son procès. Il a été d'ailleurs enterré aujourd'hui, on y reviendra tout à l'heure en détail. Il a été enterré d'ailleurs, le corps n'a pas été remis à la famille malgré la demande. C'est donc l'État égyptien qui s'en est occupé et qui l'a enterré dans le cimetière où est enterrés les gens de la confrérie. Alors que il avait été demandé à la base à ce qu'ils soient enterrés dans le cimetière où se trouve la famille de Mohamed Morsi. Est-ce que la France doit revoir ses relations avec le Caire suite à ce qui s'est passé? On a vu quand même que Sisi qui a renversé, hein, on peut le dire, parce qu'à l'époque il était chef d'état-major, donc Mohamed Morsi, et la France n'a jamais été un aussi bon client, j'ai envie de dire, qu'avec Sisi. Rappelons quand même, à juste titre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Morsi, attention. Il s'agit quand même de dire que Morsi fut été le seul et unique président élu démocratiquement en Égypte et il était renversé un an plus tard, c'était en 2012 si je ne m'abuse. Abdeslam, est-ce que la France doit revoir ses relations avec le Caire? Alors, je vais répondre de façon assez directe, comme ça on ne pourra pas me reprocher de faire de la langue de bois. Oui, absolument. La France doit absolument revoir ses positions avec l'Égypte. Moi j'ai juste une gêne. Cette démocratie à géométrie variable dans le monde où on s'indigne dans certains pays
d'absence ou de déni de démocratie. Et paradoxalement, lorsqu'il y a de la démocratie et qu'un démocrate, enfin une personne élue démocratiquement par les électeurs est renversé par un dictateur, là du coup ça ne pose pas de problème. Et moi je vais revenir un petit peu au passé. Cette pudeur de gazelle, pour reprendre le terme de l'élection présidentielle, cette pudeur de gazelle que la France a et que d'autres pays ont, me gêne profondément. Il faut se souvenir de Pinochet, qui est un dictateur lui aussi, qui avait fait assassiner Allende à l'époque et qui avait pris le pouvoir. Et ben Pinochet, il est resté très longtemps au pouvoir. À ce moment-là, le problème de démocratie ne se posait pas. À l'identique, et à juste titre, tu le dis Christophe, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Morsi, ouais. on peut être d'accord avec lui, on peut ne pas être d'accord. En l'occurrence, voilà, sa famille, son groupe politique ne m'intéresse pas et il ne répond pas à mes idéaux. C'était le choix du peuple. C'était le choix du peuple. Oui, c'est le choix du peuple, il est légitime et il faut respecter le choix du peuple. C'est le principe même de la démocratie, le pouvoir au peuple. Et aujourd'hui, on se rend compte que on ne fait absolument rien. Pourquoi ? Mais parce qu'on vend des bateaux, on vend des avions, on vend des Rafales à l'Égypte, et ben on peut dire que l'Égypte a l'argent qui fait taire les plus grands démocrates dans le monde. Oui, est-ce que ça pose pas un problème, Audrey, le fait que la France soit toujours le donneur de leçons un petit peu partout dans le monde et qui aime à dire qu'il faut se comporter ainsi avec les droits de l'homme, etc. Ça ne la gêne pas, en l'occurrence, quand il s'agit de vendre des armes à un pays qui respecte absolument, en aucune manière, justement, les droits de l'homme. Alors, le sait d'ailleurs, Morsi, vous savez qu'il était emprisonné dans des conditions assez dures. On parle de 23 heures sur 24 d'isolement total. Des conditions qui étaient réunies pour qu'il meure à petit feu, quoi. Alors, pour répondre à ta question, Christophe, dès lors qu'il y a des intérêts, la morale, je pense que elle est epsilon. Voilà, en politique, concrètement, dès lors qu'il y a des intérêts économiques, même sur la scène diplomatique, voilà, les grandes puissances ne cherchent pas à faire dans la dentelle. Donc, d'un côté, oui, je comprends ta réponse, Abdel Salem, mais vu la situation actuelle, alors oui, on peut dire, alors parce que il faut quand même rappeler, il y a plein de choses. On peut pas répondre à cette question sans prendre en considération l'état général de la situation. L'Égypte reste quand même un territoire hyper stratégique, géostratégique vis-à-vis de l'Arabie Saoudite et de l'Israël. Je parle sous le prisme de la France, hein. On est bien d'accord. Ouais. Je dis pas que je suis d'accord, je dis pas qu'elle a raison. Je dis juste que est-ce qu'elle va changer ces relations-là? Non, aujourd'hui, elle va pas les changer. Comme tu l'as dit, Abdel Salem, ils ont des intérêts commerciaux. Ils sont en train de construire des méga projets avec des infrastructures à grande échelle, avec le métro du Caire. Il y a aussi, faut aussi rappeler que, comme je le disais tout à l'heure, d'un point de vue géostratégique, il y a aussi le canal de Suez, c'est leur grande force. Exact. Le canal de Suez, ça reste quand même 14% du trafic maritime mondial. Elle a révisé, Audrey. Hein. Bien sûr, parce que c'est une situation qui est extrêmement importante pour la simple bonne raison qu'on peut pas se permettre de répondre à cette question comme ça en écoutant juste l'émotion. Bien évidemment que si on écoute le côté de la morale, je suis d'accord avec toi, Abdel Salem. Est-ce qu'on sacrifie les principes démocratiques mais ça a qui ont toujours construit été la République le problème, c'est que ça a pour toujours le été profit? C'est-à-dire qu'on laisse crever les gens ici et là uniquement parce qu'on commerce avec eux. Oui. Tu vois la position géostratégique. Sur tu ce sais, point-là, quand les présidents français se rendent en Chine et qui disent timidement du bout des lèvres qu'ils sont contre la répression en Chine, mais ils le disent, mais très rapidement, ça prend 30 secondes. Et moi, c'est ce qui me gêne, en fait, parce que on se fait donneur de leçons sur un aspect démocratique. Et d'ailleurs, on va pas refaire l'histoire de cette année où des gens ont été mutilés ces derniers mois, mais on donne des leçons de démocratie, et à côté de ça, on se conduit de la pire des manières. Alors, il aurait fallu qu'ils réagissent bien avant. Ouais. C'est ça le truc, parce que ça reste. Mais bien avant, depuis toujours. Enfin, depuis. Et en fait, la réalité égyptienne, et malheureusement pas que en Égypte, mais là pour le coup on parle de l'Égypte, c'est pas notre réalité. Et du coup, en fait, la France, effectivement, elle va donner des leçons. Donc on peut sacrifier nos principes démocratiques pour les principes commerciaux. Mais ils le font. Donc on peut.
j'ai pas dit qu'ils le feraient. C'est pas qu'on feraient. le peut, c'est qu'on le fait. Ils le font. On le fait. La France Bah oui, on le fait, on l'a toujours fait. C'est le 11e partenaire commercial et ils vont pas changer la donne sous prétexte que à l'intérieur de ce donc, pays. Si c'était le 49e partenaire, on pourrait. Mais malheureusement, là, je parle avec du cynisme, mais c'est la réalité. Bien sûr, non, c'est mais ça le problème. Alors, Philippe, est-ce qu'il faut craindre, parce que les conséquences peuvent être terribles. Vous savez que je vous cache pas qu'il y a un événement grandeur nature qui démarre vendredi en Égypte, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'il faut s'attendre à une réaction, de violence sans précédent en Égypte? Est-ce que ça peut avoir des conséquences? Alors moi je voudrais Ce qui s'est passé hier. deux petits points. D'abord rappeler qui c'est Mohamed Morsi. Oui. Mohamed Morsi, c'est, comme tu l'as dit, le premier président égyptien à être élu démocratiquement. Il faut le rappeler, c'est important. Ouais, non, c'est important, mais il faut dire d'où il vient. C'était le président du parti Liberté et Justice, Oui. formation politique issue des frères musulmans. Oui. D'accord. Oui. Qui n'est pas un parti anodin et qui avait quand même des décisions. Les premiers actes n'étaient pas parce que quand on parle de démocratie, moi je veux bien tout entendre. Je voudrais juste, je fais pas de parallèle, mais rappeler quand même dans l'histoire que Adolf Hitler a été élu démocratiquement aussi. Non, j'ai dit je ne fais pas de parallèle, mais je voudrais juste. De toute façon, un an après, excuse-moi de te couper, mais la population a décidé que c'était terminé pour lui. Là, le standard va exploser. Un an après. Non, mais alors je m'excuse si je vais heurter. Vous savez, on est dans le bien politiquement correct, etc. Je dis juste, faut rappeler ce qu'est le parti des frères musulmans. Voilà. Mais c'est quoi le parti des frères musulmans? Bah écoute, le parti des frères musulmans, alors je sais que Bonji va m'appeler de Marseille et qui va être très énervé. Là, à mon avis, il va monter en les propositions de loi qu'il proposait étaient quand même assez rétrogrades. Je voudrais rappeler que les femmes n'avaient quasiment pas d'existence ou alors qu'elles étaient plutôt adoubées à un mâle dominant. Et c'est pas moi ma vision des choses. Je ne dis pas que Morsi, je dirais même plutôt qu'il était même un grand modéré par rapport à d'autres, mais le préjudice, Pourquoi si c'est mieux? Ah non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Non, non. Attends, oui, ben voilà, je crois qu'Audrey, enfin non, je pense qu'on aurait quand même dû lui laisser un petit peu plus de temps. Bah oui. À Morsi. Un an. Ouais, un an, c'est vraiment très court, et c'est vrai que ça remet en cause cette histoire de démocratie. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, si le peuple décide. T'as un problème avec le parti a priori. Non, je veux rappeler d'où est l'origine de ce parti. Ouais. Que ce parti a quand même prôné des violences et des exactions envers des civils et surtout l'histoire des frères musulmans à travers le monde, et y compris en Algérie. Voilà, j'ai tout ça en mémoire. Je ne veux pas jeter l'opprobre sur ceux aujourd'hui qui défendent une autre vision de la politique islamique ou religieuse. Je dis juste qu'on a connu des moments très difficiles. Je voudrais aussi rappeler que l'ONU a demandé une enquête indépendante sur les causes du décès. Oui, absolument. Il est pas normal, comme tu l'as dit, 23 heures sur 24 enfermé. Enfin, c'est une mort, c'est une mort organisée et à petit feu. Et avant de répondre de ce qui risque de se passer en Égypte, et je comprends tout à fait que la colère va être présente et elle risque de se traduire malheureusement, comme on le sait, dans ce monde-là, dans cette partie du monde qui est un jeu d'échecs pour les grandes multinationales et les grands pays occidentalisés démocratiques qui veulent imposer leur vision. Ça risque d'être sanglant. C'est des paroles de HK et les Saint-Albanque sur la chanson On lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons on les a crus. Démocratie fait marrer. Si c'était le cas, on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con, mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond, il n'y a qu'une seule règle. En somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur les trottoirs des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. Je crois que ça résume bien la situation. Oui, en tant que grand démocrate, je devrais te dire, la France doit durcir ses relations diplomatiques. Mais derrière, tu as Dassault, tu as Thales, tu as la SNECMA. Enfin, ça n'a pour Vinci, Alstom, Total. Voilà, ça Alors n'arrive t'as demandé Manji, il est là, Manji. Ah, salut Manji. Il est là, Manji. Manji. Oui, bonjour. Bon, bonjour Manji. Bouriaki t'a cherché, hein. Il t'a cherché, Bouriaki. Ah non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Lorsqu'on est un grand démocrate, on ne dit pas oui, mais. Là, il n'y a pas de oui, mais.
La démocratie, c'est le choix du peuple. Qu'on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord. C'est pas faux. Que je sache, lorsque Marine Le Pen et son père sont arrivés au deuxième tour, on n'a pas arrêté les élections. On a continué. Ouais. Mobiliser pour les faire battre dans les urnes. Il n'y a pas de géométrie variable dans ces questions-là. Il n'y a pas de... Morcel a été choisi par son peuple égyptien. Exact, c'est vrai. On est Ouais. d'accord, qu'on n'est pas d'accord. C'est incontestable. C'est incontestable, mon G, c'est incontestable. C'est vrai. Personne ne peut le contredire. Par contre, ce que je veux dire à cet relativisme, en fait, cette façon de dire, oui, mais ils viennent du frère musulman, mais vous regardez la situation des femmes, c'est exactement ce qu'il dit, je veux dire, alors, son quartier populaire, c'est exactement ce que dit l'extrême droite. Il n'y a pas de différence. Vous savez, moi, je ne fais pas de différence. C'est pas parce que Boyoshi l'a dit que je dois accepter. Non. Il faut savoir quand même qu'il y avait plus de députés sous le frère musulman, si vous voulez, à l'Assemblée nationale égyptienne que ceci vient de faire une constitution, les présidents jusqu'en 2030. Ouais, je pense que c'est le plus grand dictateur qu'ait connu l'Égypte ici, hein, pour le coup. Voilà, il faut arrêter de relativiser les choses. Je dis tout simplement, j'ai un ami économiste sénégalais, qu'est-ce qu'il a dit? La condition sine qua non de la paix dans le monde, c'est quand l'homme blanc accepterait de payer l'or auprès de l'or. Bon, Manji. On vient payer les richesses et que un proverbe arabe qui dit on jette pas les gens avec des pierres, c'est notre maison en verre. Je dis tout simplement. Manji. On récolte ce qu'on sème. Manji. On récolte ce qu'on sème. Est-ce- Et soutenir les tyrans, armer les tyrans, c'est déclarer la guerre au peuple de ce tyran-là. Et il n'y a pas de raison, lorsqu'on déclare la guerre à un peuple, que le peuple se rattrapera de ça. Manji, si tu veux me faire plaisir, par contre, s'il te plaît, change de téléphone, parce que vraiment, ton téléphone, c'est un son pourrave, mais alors, laisse tomber. Désolé, je suis un kit libre. Ouais, bah voilà. C'est ça l'erreur. Non, mais par contre, mon J, c'est vrai que tu as raison là-dessus. Il serait temps, mais ça n'arrivera pas aussi. On est réellement dans l'utopie. C'est pour ça que je suis écologiste. Que la France, l'Europe. C'est bien de l'avouer. Mais non, mais c'est le rêve de l'homme qui le fait normalement évoluer dans le bon chemin. Mais c'est sûr que quand on achète de l'uranium à des prix défiant toute concurrence, quand on achète du cobalt, quand on achète de l'or, des diamants, et qu'on sait comment tout ceci est exploité, et y compris par des femmes, et y compris par des enfants, et y compris par des massacres organisés. Bah tiens, ton téléphone, là, il a été fabriqué par qui? Le mien? Oui, le tien. Ouais. Ah, par des petits enfants Voilà. coréens. Donc voilà, bah voilà. Ah oui. Ouais, non, mais voilà. Oui. Donc, ça me fait marrer, moi, vous les écoutez. Non, ce que je dis, non, attends, non, alors je me suis peut-être mal exprimé. Je dis que lorsque les grandes puissances achètent des choses qui pas à leur valeur, tu vois, pas à leur valeur. Et donc tu favorises des tensions extrêmes et de la misère que tu crées réellement, alors que si tu as acheté les choses à leur valeur, au prix réel que ça vaut, enfin je sais pas, un Ouais. truc, s'il doit coûter 10 euros, tu l'achètes pas 2 euros, tu l'achètes 10 euros. Et ben là c'est pas le cas. Bon. Tu l'achètes à 2 euros et donc tu continues à rendre le peuple toujours aussi pauvre, alors que le continent le plus riche du monde, c'est le continent africain. Bon, bah merci Manji en tout cas pour ton appel et d'avoir remis en place Merci pour Yaki. beaucoup, bonne journée. Salut, Merci, ciao. Manji. On a le docteur aussi, notre Syrien, qui est Oui. avec nous. Bonjour Oui, docteur. Salut, Doc. Bonjour, docteur. Allô, Bonjour, docteur. Bruxelles. Bonjour, doc. Est-ce que vous m'entendez Oui, là? oui, on vous Très entend, bien, vous doc. inquiétez pas, on est à Paris, vous êtes à l'autre bout du monde, c'est ça? Non, quand même pas. Quand même Bruxelles, pas. à Bruxelles. Bon. À Bruxelles, ah bah oui, bah à Bruxelles c'est comme si c'était à l'autre bout du monde. Hein. Voilà. Non, voilà. Donc d'abord, en tant qu'accoucheur, Oui. je félicite le nouveau-né chez Monsieur Philippe. Ah voilà. Merci Ça, infiniment. c'est que c'est un accoucheur, hein, docteur, attention. Bah oui, c'est vrai. obstétricien avant tout. Ouais. Et là, en Afrique. Donc, revenons vite sur le sujet. J'accepte vos félicitations, mais s'il vous plaît, Doc, si vous pouvez surtout remercier et féliciter ma femme parce que c'est elle qui a fait tout le taf. Hein. Oh, bah, Moi, j'étais non, à côté. Actuellement, dans l'état moderne, on va pas faire de l'obstétrique, c'est pas le sujet ce soir. D'accord. L'homme participe. L'homme accouche aussi. Voilà, depuis 40 ans. Bon, on revient. Vous avez assisté quand même au cours d'accouchement avec madame, que je sache, Non. quelque part. Non, Que malheureusement. Il a ça va- préféré être Vous à la êtes à radio. l'ancienne. Maintenant, depuis 40 ans, Enfin, les hommes. ça part en vrille, assistent au cette cours émission. d'accouchement. Ça y est. C'est ce que je me disais. Oui. Vous parlez pas de l'Égypte Oui, c'est ça. Bon alors docteur l'Égypte. Docteur. Mohamed Allez, Morsi. l'Égypte, tu vois, on va pas. Bon, d'abord, c'est important à dire, c'est un assassinat politique de Monsieur Mercourt. Ça y ressemble, effectivement. Ah oui, c'est un diabétique. On n'a pas donné ni le traitement, c'est un assassinat politique. Ça, moi, tout me diffère. La confession de ces gens-là, le parti, tout. Là, je vais encore choquer Monsieur Mounji. Là, on les provoque.
comment osons actuellement demander, je sais, les frères musulmans, ainsi de suite, on va pas faire leur histoire, c'est les anglo-saxons qui les ont placés depuis les années 20 au Proche-Orient, ça, on reviendra une autre fois sur le détail. En Syrie même, comment maintenant osons de dire, maintenant venez à table, autour d'une table, pour essayer de négocier, sachant, de toute façon, sachant qu'il y a des assassinats politiques dans les prisons, et l'OTAN, vous avez bien parlé de Pinochet, je reviens vite sur l'histoire de Pinochet, c'est la même chose. Comment maintenant osons dire qu'il y a la démocratie? Nous, on était appelés Hizb France au Liban. Moi, je suis né au Liban parce qu'on croyait, oui, comme chez vous, en Afrique du Nord, Hizb France, on nous appelait. Pourquoi? Parce qu'on croyait, qu'est-ce que c'est la démocratie, tout ça. Maintenant, depuis 42 ans, dans ce pays-là, j'y crois à rien. Il n'y a pas ni justice, ni démocratie. Maintenant, c'est la faute aux gens là-bas. Aux gens là-bas, il faut qu'ils mettent dans leur tête, que soit placés par les uns ou les autres, il faut se mettre autour d'une table, discuter. Et comme ils disent les Algériens, Chami ou le Bardadi, c'est-à-dire discutons, mais actuellement, qu'est-ce qu'on peut leur demander? Ils vont continuer à armer, mais c'est maintenant, si je comprends son nom, il est en train d'accepter l'armement. Saddam, il a fait la même chose. Il a accepté l'armement de l'OTAN et des pays du Golfe, ils l'ont assassiné. Mais et la même chose. Là, en Égypte, on est sur un volcan, qu'il y a la Coupe du Monde d'Afrique, il y a un volcan. Saddam Hussein, pour l'instant, avait été armé par l'Occident pour faire la guerre Iran-Irak et Exactement. a servi pour faire la sale guerre contre et après, ils se sont retournés contre lui. Ouais. Oui, c'était un mais lui aussi, il voulait plus faire la guerre avec on voulait déstabiliser le Moyen-Orient. Oui, écoutez, est-ce que vous avez entendu des événements de Hama en 1982? Autour d'un même mur, ils ont assassiné, et là ça m'a fait beaucoup que je suis plus retourné au Proche-Orient que rarement. Ils ont assassiné les communistes, les bassistes qui étaient pour Saddam, les frères musulmans, ils ont dit on s'en fout. Rifat al-Assad qui est là, au 16e chez vous à Paris, il a assassiné tout ce petit monde. Et comment c'était personne? Et parce que actuellement, on est sur une guerre de règlement de compte qui dure depuis des siècles. Alors maintenant, on va dire les chiites, les machins, les coptes. Mais là, il faut dire que l'Occident, il faut qu'il se calme. Sinon, ils vont avoir des millions de gens qui vont venir, encore les pauvres, comme réfugiés. Et voilà, c'est tout. Donc, merci, docteur. C'est un assassinat politique à mettre sur le compte du pouvoir là-bas et qui est aidé par tous les Occidentaux. Très bien, voilà, merci docteur. Merci beaucoup. Et, allez, je vous en prie. Et direction la baraque Afrique maintenant, baraque Afrique, évidemment à Bruxelles. 01 40 33 9000. Abdeslam, tu nous as concocté un petit avis tranché justement sur le sujet. Exactement. Le titre? Alors le titre, c'est le dernier clou dans le cercueil d'un rêve amputé. Le dernier clou dans le cercueil d'un rêve amputé. À suivre, signé Abdeslamitage en vidéo, bien entendu, comme d'habitude, pour les avis tranchés, sur la page Christophe le Grand Forum, évidemment. C'était le Grand Forum sur France Maghreb 2, c'est la radio. Ça se passe tous les jours, mesdames, messieurs, 16h, 18h. Ne cherchez pas ailleurs, il n'y a rien. Donc, franchement, vous pouvez vous brancher tranquillement sur France Maghreb 2. Et ici, vous avez la parole. Réellement, vous pouvez vous exprimer sans langue de bois, dans les limites, évidemment, du respect et des règles d'usage. À tout de suite. Avec Audrey Pronosti, notre journaliste, Philippe Boriachi, l'écolo, et Abdeslamitage, l'autre centriste. Merci pour l'arsène. Je vais finir l'émission sans oreilles. À tout de suite. Ouais. Dans un instant, la vie tranchée de notre ami Abdeslamitage qui est avec nous, qui est élu modem dans le 93, Philippe Boriachi, qui est écologiste du côté du 94, futur maire d'Orly peut-être. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer l'investiture de notre chroniqueuse Sabrina Sebaï, qui a été investie en fait en tant que tête de liste pour représenter Europe Écologie Les Verts du côté de Ivry. Et on la salue évidemment. C'est pas un parti facile, pas on appelle ça comment d'ailleurs? Pas une municipalité facile. Il y a de la concurrence dans l'air, en tout cas pour Sabrina. Mais en tout cas, je pense qu'elle a vraiment toutes ses chances. Et on la salue bien sûr, notre Sabrina Sebaï. Avant ton avis tranché, Abdeslam, il y a un auditeur qui nous appelle au 01 40 33 9000, comme ils le font évidemment par centaines, par milliers par jour. Et Augustin qui nous écoute là, qui a envie de donner son point de vue. Ah bah il est parti Augustin. Il est parti Augustin. Bon, il s'est perdu. Voilà, reviens Augustin, reviens. 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler.
Alors je sais pas d'ailleurs puisque voilà, pour vous dire très clairement dans la vérité, est-ce qu'on est prêt ou pas au niveau de la vitrine? En régie. Non. En régie, on n'est pas prêt. Très bien. Alors juste pour vous rappeler quand même, c'est important par rapport à cette question du jour, est-ce que la France doit revoir ses relations avec le Caire suite à ce qui s'est passé bien entendu hier, donc la mort de Mohamed Morsi, l'ancien président égyptien, donc issu des frères musulmans, est décédé donc hier après une audition devant le tribunal du Caire, près de 6 ans après sa destitution par son successeur Abdel Fattah Sisi, alors chef de l'armée. Le tribunal lui a accordé le droit de parler pendant 5 minutes. Il est tombé sur le sol dans le cage des accusés. Il a été immédiatement transporté à l'hôpital où il est donc décédé, a indiqué le parquet général égyptien. C'est ce que rapporte Le Monde Afrique. D'après la télévision d'État, Mohamed Morsi est mort à cause d'un arrêt cardiaque. Le Parti de la liberté et de la justice, son parti, le parti politique des frères musulmans, parle lui d'un assassinat, rapporte encore Le Monde Afrique, dénonçant de mauvaises conditions de détention dont le but, semble-t-il, était de le tuer à petit feu. L'ancien président Mohamed Morsi a été enterré ce matin au Caire en toute discrétion et sous haute surveillance après ce qui se soit effondré donc hier soir en plein tribunal. Rappelons d'ailleurs que d'après les informations que nous avons, c'est que c'est l'État égyptien qui a décidé de l'enterrer dans un cimetière de la confrérie, alors que la famille avait demandé à ce qu'il soit enterré ailleurs. Il n'a pas été, donc le corps n'a pas été restitué par à la famille en l'occurrence. Sur la scène médiatique égyptienne maintenant, les réactions sont plus tranchées que dans la rue. Sur les pro-frères musulmans, Mohamed Al-Quddusi, un membre de la confrérie en exil, il accuse les militaires d'être responsables de la mort de Mohamed Morsi sur YouTube. Écoutez ce qu'il disait. Le président Mohamed Morsi, que Dieu ait son âme, est décédé suite à un complot indiscutable de la soldatesque. Les conditions de détention aujourd'hui en Égypte équivalent au meurtre. Ça c'était sur YouTube. Un journaliste, également un inconditionnel adversaire des frères musulmans, se refuse lui à la télé à exprimer la moindre compassion après la mort de Mohamed Morsi. Il présente par contre quand même ses condoléances, c'est la moindre des choses, aux victimes de l'armée et de la police tombées lors d'attentats. Voici ce qu'il a dit à la télévision d'État hier, ce journaliste qui est un farouche adversaire des frères musulmans. Les martyrs sont innombrables du fait des incitations de l'espion Mohamed Morsi. Explosions, violences, terrorisme et trahison. Morsi a vendu la patrie et la religion. Voilà ce que l'on pouvait entendre à la télévision d'État, messieurs. Donc je vous laisse un petit peu imaginer l'ambiance donc qui règne aujourd'hui dans la sphère médiatique égyptienne. C'est très violent. Augustin, on l'a retrouvé, il est avec nous. Salut Augustin. Bon, Augustin nous a mis en attente maintenant, après avoir coupé, nous met en attente. Bah écoute, je ne sais pas, Augustin, il va falloir faire quelque chose au bout d'un moment. On est prêt ? Oui. Très bien. Bon, alors on va passer donc directement à l'avis tranché de notre ami Abdeslam Itache. C'est parti, donc jingle. En direct vidéo sur France Maghreb 2 et sur Christophe Le Grand Forum sur Facebook, Abdeslam Itache pour son avis tranché justement sur cette mort de Mohamed Morsi. Le dernier clou dans le cercueil d'un rêve amputé. Le dramatique décès de Mohamed Morsi, seul président égyptien ayant été élu démocratiquement au cours de l'histoire récente, n'est pas surprenant. Difficile d'imaginer un timing plus ironique. Sa mort survient 2 semaines à peine avant le 6e anniversaire de son éviction, de son arrestation, à la suite d'un coup d'État qui l'a chassé du pouvoir 1 an après son arrivée à la présidence. La seule surprise vient du fait qu'il ait tenu aussi longtemps dans des conditions aussi déplorables. Une personnalité peu connue. Mohamed Morsi a été professeur d'ingénierie à l'université égyptienne de Zaïdig jusqu'en 2010. En 1982, il a obtenu un doctorat de l'Université de Californie, a été nommé professeur assistant à la California State University de Northridge, la même année, poste qu'il a occupé jusqu'en 1985 et son retour en Égypte. Morsi, qui a passé une année contestée au pouvoir, que même ses ennemis jurés ont reconnu comme un refuge pour la liberté d'expression et des droits civiques, a été condamné à mort pour des accusations inventées de toutes pièces. Il a été député de 2000 à 2005, comme tous les membres des frères musulmans. Il s'est présenté à titre indépendant,
parce que le groupe avait l'interdiction d'être une organisation officielle pendant les 30 années de règne de son prédécesseur Hosni Moubarak, qui a été chassé lors d'un soulèvement populaire en janvier 2011. Avant son élection en 2012, Morsi était un membre peu connu du Parti de la Liberté et de la Justice, l'aile politique des Frères musulmans. Ce parti a remporté haut la main les seules élections présidentielles et législatives libres et équitables jamais tenues en Égypte en 2011-2012. L'arrivée au pouvoir du PLJ, cependant, a été la cible des autorités militaires, qui ont pointé leur viseur laser sur Morsi, lequel non seulement symbolisait son affirmation islamiste, mais défendait aussi l'écrasante revendication pour un régime civil, mobilisant les médias, la justice et les services de renseignement pour renverser Morsi depuis début juillet 2013. L'actuel président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a dirigé un coup d'État contre l'homme qui avait nommé à son poste de ministre de la Défense. Selon un rapport publié en 2017 par Human Rights Watch, Morsi a été arrêté et maintenu au secret sans inculpation ni procédure judiciaire pendant 23 jours, jusqu'au moment où les autorités ont annoncé l'ouverture d'une enquête à son encontre. Morsi a fait face à une série de fausses accusations, notamment d'espionnage pour le Qatar et le Hamas. Mohamed Morsi a comparu devant le tribunal pour la première fois. 4 mois plus tard, enfermé dans une cage insonorisée, il n'a pas été autorisé à consulter son avocat, en violation du droit à un procès équitable. Pendant les 3 années suivantes, Morsi a été maintenu à l'isolement, se retrouvant complètement coupé du monde extérieur. Au cours des 4 premières années de son incarcération, la famille Morsi n'a été autorisée à lui rendre visite que 2 fois, en novembre 2013 et en juin 2017. Il a pu voir son épouse et sa fille pendant 30 minutes. Mais ses 4 fils et autres membres de sa famille ont eu l'interdiction de lui rendre visite. Son traitement est typique de celui infligé aux quelques 60 000 prisonniers politiques actuellement détenus dans les prisons toujours plus nombreuses en Égypte. Diabétique, souffrant également d'une maladie hépatique, la santé de Morsi s'est détériorée, ce qu'il considérait comme une stratégie délibérée pour mettre fin à ses jours par manque de soins. Le 8 juin 2017, l'équipe de défense de Morsi a déposé une plainte auprès du procureur général pour demander son transfert dans un établissement de santé privé pour examen, faisant écho aux préoccupations soulevées par Morsi lui-même lors d'une comparution devant le tribunal en août 2015 et encore en mai dernier. Il y a toujours ceux dont le dégoût viscéral pour les islamistes de toute allégeance politique l'emportera sur toute logique. Dans le même temps, il y avait ceux qui n'ont vu aucune faute de la part de Morsi et du PLJ. Les réactions locales et mondiales de la mort prématurée de Morsi deviendra son héritage retentissant. Alors que l'Égypte a sombré dans un état de dictature militaire à part entière, seuls les aveugles n'ont pas encore vu à quel point Morsi a été traité de manière injuste par rapport au dictateur qui l'avait remplacé après 30 ans de règne. Moubarak a passé la majeure partie de sa détention dans un hôpital militaire. Traité comme un roi et entouré par sa famille, il a finalement été disculpé de toutes les accusations, notamment d'avoir conspiré pour tuer des manifestants en 2011, avant sa libération en 2017. Si Moubarak décède aujourd'hui, il recevra probablement des funérailles nationales en l'honneur de son passé militaire. En revanche, Morsi, qui a passé une année contestée au pouvoir, que même ses ennemis jurés ont reconnu comme un refuge pour la liberté d'expression et les droits civiques, a été condamné à mort et à une peine d'emprisonnement à perpétuité pour des accusations inventées de toutes pièces, a été contraint de dormir par terre en isolement cellulaire et s'est vu refuser l'accès à des soins médicaux adéquats. Morsi n'a pas reçu de funérailles nationales, selon la presse. Il a été enterré rapidement, sans enquête appropriée sur la cause du décès. Sa famille s'est vu refuser la demande pour qu'il soit enterré dans son village natal. Et ses seuls enfants ont été autorisés à assister à la cérémonie. Son épouse en a été empêchée. La mort de Morsi peut apparaître comme l'épilogue de la révolution égyptienne, le dernier clou dans le cercueil d'un rêve amputé. Merci Abdeslam Itache pour cet avis tranché qui est revenu donc finalement sur la carrière, sur la vie donc de Mohamed Morsi, ce président égyptien qui a été président pendant 1 an, c'est vrai, ce fut court, mais il a été président et il a été élu démocratiquement, rappelons-le. C'était d'ailleurs la première fois que ça se passait en Égypte qu'un président était élu démocratiquement. Donc Mohamed Morsi est décédé hier. À l'occasion de son procès, s'est effondré, transporté à l'hôpital, il en est mort. Et effectivement, comme l'a dit Abdeslam, il est important de le savoir que le corps n'a pas été remis à la famille comme demandé par la famille. Pire encore, il a été refusé à ce qu'il soit enterré dans son cimetière, dans sa ville natale.
Il a été enterré dans un cimetière où on enterre finalement les gens de la confrérie. Voilà un petit peu. Alors c'est vrai que cette question peut apparaître aujourd'hui, celle que l'on pose, à savoir est-ce que la France doit revoir ses relations avec le Caire au vu de tout cela, une fois qu'on a mis toutes ces choses dans l'échiquier. On y a quelque peu répondu tout à l'heure, Audrey, qui a fait preuve un peu de cynisme, mais quelque part elle était dans la réalité de la politique d'aujourd'hui, de la politique d'un État qui est la France. Et oui, l'Égypte est un client potentiel. Et quand on a évidemment un client qui achète beaucoup, on se targue finalement de ce qu'on peut appeler les droits de l'homme et compagnie, quoi. Oui, et puis pas que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas que les intérêts économiques, il y a les intérêts diplomatiques avec l'Arabie Saoudite, avec l'Israël, avec les États-Unis. Donc concrètement, la France aujourd'hui n'a aucun intérêt à revoir leurs relations diplomatiques. Ouais. Après, effectivement, ce que tu expliquais, Abdel Salem, évidemment. Voilà, Mohamed Morsi, c'est un symbole. Et aujourd'hui, en plus, l'être humain a cette tendance à idéaliser une personne quand elle est décédée. C'est un fait, c'est comme ça. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la personne, c'est autre chose. Voilà, bon. Après, une enquête va déterminer les circonstances de son décès. Après, effectivement, il y aura forcément des conséquences. Il y a déjà des personnes qui sont de son côté, qui sont déjà en train de dénoncer un complot, ce qui est compréhensible. Mais ça reste un conflit qui est interne et la France, j'en suis persuadée, ne rentrera pas dans ce... Audrey, j'avais commencé mon propos juste par une chose en disant que je ne partageais pas l'idéologie de Mohamed Morsi. Oui, voilà, c'est un autre sujet. Et que j'étais même opposé. Ce que je veux dire, sur un aspect démocratique, le démocrate que je suis ne peut pas accepter qu'un homme qui a été élu démocratiquement par le peuple, qui a été renversé par un dictateur, qui lui, pour le coup, n'a pas été élu, d'accord, a eu à subir de telles détentions. On peut pas dire, et à juste titre, on peut pas dire ouais, mais ce que je veux dire, c'est que on s'est retrouvé avec un homme qui était en prison, qui était malade, qui n'a pas été soigné et qu'on a laissé crever. Comme tout être humain, il devait avoir un suivi médical. Et ça, il y a même pas de discussion. Maintenant, ok, il a été élu démocratiquement. Maintenant, il y a eu un coup d'État, mais c'est une conséquence, c'est-à-dire que... Non, ensuite, sur la diplomatie, moi je voulais juste ajouter une précision. Tu disais qu'il n'y avait pas uniquement l'aspect économique, mais il y avait l'aspect diplomatique. Oui. Mais la diplomatie est au service de l'économie. Oui, bien sûr que c'est un... Et elle n'est qu'au service de l'économie. On va accueillir Mourad qui est avec nous. J'ai commencé mon propos par ça. Dans le meilleur des mondes, évidemment. Messieurs, dames, Mourad est avec nous. Moi, je ne cautionne pas les idées de Morsi, hein. Bonsoir Mourad. Je cautionne pas les idées de Morsi, mais il ne mérite pas cette mort, hein. Il aurait dû être soigné, hein, parce que les soins, ça fait partie des droits fondamentaux des citoyens. Je pense qu'un jour, peut-être, ces gens-là auront des comptes à rendre au peuple égyptien, hein, pour ces crimes-là. Et puis, en plus, je dirais une pensée aussi, hein. Il y a, pour l'Algérie, il y a comme le médecin Mozabit, hein, qui n'a pas reçu de soins, et puis qui est mort, hein. Ça aussi, Morsi, il a une certaine notoriété. Il y a d'autres citoyens dans le monde où il y a des dictatures, hein, où il y a des citoyens qui militent pour le droit de l'homme, pour un état de droit, ils meurent en prison. Oui. N'allez pas me comparer l'Algérie avec l'Égypte parce que c'est incomparable, hein, si vous permettez, Mourad. Oui. Ouais. C'est-à-dire que Morsi, il a une certaine autorité, on n'en pas. Mais le Mouzabit, qui est médecin en Algérie, hein, il a fait une grève de la faim. Il y a certaines autorités l'ont laissé mourir. Et ça aussi, c'est scandaleux. Moi, si vous permettez. Voilà. Oui, je vais prendre un autre parallèle. On peut parler de Nelson Mandela qui a été privé de ses libertés pendant des années, mais on ne parle pas de Steve Biko qui a été assassiné et qui était aussi un leader. Donc, vous avez raison. On parle peut-être beaucoup de gens qui sont sous la lumière, sous les projecteurs, et très peu de gens qui se battent pour des causes. Steve Biko, aujourd'hui, tout le monde l'a oublié. Merci Mourad pour votre avis. En tout cas, vous continuez de répondre à cette question que l'on vous pose, et bien sûr sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2. Si nous passions maintenant au zapping. Allez, on y va, c'est parti. Allô, quoi. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux.
Par exemple, dans ce collège à Creil, 3 jeunes filles musulmanes. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. Aujourd'hui, on a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons. Il y a des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Elles sont l'étendard du pouvoir religieux. Va dormir pendant au moins 24 heures. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? On a entendu Manuel Valls dans ce jingle. Vous savez que Manuel Valls a été éjecté de son parti en Espagne. Même en Espagne, il n'y arrive pas. Personne n'en veut. Ah, il y a un rejet total. Là, il y a un rejet total de Valls, c'est ça. Non mais t'as vu pour qui il a voté aux élections bah oui. en Espagne. Ouais. C'est juste incroyable. Ouais. Le mec il renonce à tout, il ment à tout le monde sans problème. Et ça vous pose pas de problème en France là? Je voudrais. Et les socialistes. Non, ouais, mais oui aussi la République en marche parce qu'ils avaient présenté personne en face de Manuel Valls. Oui, mais c'est resté un socialiste. Et Monsieur Chouard. Ouais, Macron s'en est bien débarrassé. Ouais, non mais c'est pas ça. C'est que le type là touche une retraite à vie de Premier ministre et on lui fournit véhicule de fonction et garde du corps à vie. Vous savez, quand on parle de réduction, c'est simple. Écoute, je t'invite à directement appeler le taulier. Écoute, fais-moi élire, il n'y a pas de problème. Monsieur le Président, viens, on va le saisir directement. Ah d'ailleurs, Christophe, c'en est où les propositions du grand débat que vous avez portées à l'Élysée? Comme tout, comme le grand débat en fait, ça a été une grande mascarade. Je peux dire que j'ai envoyé personnellement toutes les revendications des auditeurs. J'ai pas de réponse. Bah oui. Voilà. Les réponses, il les a annoncées. La semaine dernière devant l'Assemblée nationale. On n'oublie pas le zapping. Voilà, je voulais faire juste un petit aparté Valls quoi. Allez Manu. Voilà. Pour commencer ce zapping, direction la rédaction de RTL ce matin qui nous évoque cette vidéo qui fait le buzz de cette agression c'est un automobiliste qui s'en est pris envers un non-voyant. C'était à Paris ce week-end. Écoutez, franchement, c'est horrible. Une vidéo sur les réseaux sociaux provoque une immense indignation. Ah oui, on y voit un malvoyant manquer de se faire renverser par un automobiliste qui ne s'excuse pas, bien au contraire. Cela s'est passé à Paris en pleine journée samedi, Charlotte Baris. Oui, et la scène est choquante. Sur la vidéo, on voit une voiture s'avancer alors que 2 hommes sont déjà engagés sur le passage piéton. L'un d'eux est aveugle. Très surpris, son accompagnateur tape sur le toit de la berline qui vient de les frôler. Là, l'automobiliste s'arrête soudainement, descend de sa voiture, visiblement très énervé. Ce que vous entendez là, c'est le conducteur qui s'en prend à l'accompagnateur. Il le pousse, le gifle plusieurs fois, il bouscule même la personne aveugle. La passagère de la voiture et plusieurs passants tentent de s'interposer, mais l'homme ne se calme pas. Un témoin menace alors d'appeler la police et c'est seulement à ce moment-là que le chauffeur décide de repartir. Alors la Fédération des aveugles de France incite les 2 victimes à porter plainte. Et puis juste un petit rappel, refuser la priorité à un piéton, c'est 6 points en moins sur votre permis de conduire. Je pense que lui, il faut lui retirer carrément tous les points, ce mec-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais un maximum. Le maximum, c'est 6 points. Quand on se fait verbaliser la totale, on peut pas vous retirer. Vous avez vu les images, on les a mis d'ailleurs sur Facebook. 6 points et de la prison. Ouais. Justement, moi je les ai vus, je les ai trouvés ultra choquantes, dégradantes pour la personne qui est accompagnée et qui se fait gifler. Alors, il a pas tapé sur le toit, mais c'est la canne lorsqu'on balaye devant qui a heurté le véhicule. J'ai pas de mots. Moi, j'avais fait une expérience. Merci d'ailleurs Christophe de me l'avoir fait vivre cette expérience lorsque nous avons été à l'Institut Paris-Églantine pour la remise des Corans en braille. Et donc, on vous met pour ce qu'on appelle les valides, les voyants, un bandeau et on vous donne une canne et vous devez vous orienter. Alors moi, c'est vrai que ça a duré que 5 minutes. Ça a été les 5 minutes les plus longues de toute ma vie. Et en plus, j'avais eu la chance au préalable de rentrer dans la salle. Donc, il y a eu un effet mémorial de me dire voilà, il faut que j'aille tout droit, je prends à droite, je compte le nombre de pas en préalable. Et c'est vrai que si on m'avait fait faire un tour sur moi-même, j'aurais été complètement perdu. C'est juste, il n'y a pas de mots pour qualifier ça. Et je sais pas s'il nous écoute ce conducteur. Je vous donne rendez-vous 9 rue Pierre Sémar. Conducteur en 2 mots. Oui, en 2 mots à Orly pour nous montrer comment vous giflez aussi bien les personnes valides. On ne répond pas à la violence par la violence. Non, je voudrais juste qu'ils m'apprennent parce que je ne connais pas. Ouais. Bon. Je ne connais pas. En tout cas, avec vu ce qui se prend sur les réseaux sociaux et vu voilà de ce que ça provoque, la gifle il l'a doublement reçu. Non mais j'espère qu'il y aura un dépôt de plainte et qu'il va être sanctionné à juste. La Fédération des aveugles de France a porté plainte, bien sûr. Ah oui. Et le procureur il poursuit, j'espère. Ah ça c'est une autre histoire. Alors autre chose dans le zapping, direction maintenant du côté de la rédaction de RMC. Tiens, pour nous donner les nouveaux objectifs du gouvernement, en l'occurrence du Premier ministre, concernant l'assurance chômage. Faut faire des économies les gars. Oui, il faut faire beaucoup d'économies.
Nouvelle règle pour l'assurance chômage. Édouard Philippe présente ce matin une réforme préparée et critiquée depuis des mois. Bonus, malus pour lutter contre les contrats courts, durcissement des règles d'indemnisation, dégressivité des allocations pour les cadres, changement à venir pour les employeurs et les demandeurs d'emploi, mais avec quel objectif politique, Paul Barcelone? Première priorité, la baisse du chômage. Objectif, plein emploi en 2025. Dans ce sens, un effort sera par exemple demandé aux chômeurs les plus aisés puisque leur allocation baissera après plusieurs mois sans emploi. Deuxième priorité du gouvernement, réduire l'endettement de l'UNEDIC, environ 35 milliards d'euros aujourd'hui, avec des économies programmées de 1 à 1,3 milliard d'euros par an sur 3 ans. C'est de la pure logique budgétaire, s'agace un responsable syndical qui ne manque pas de critiquer la méthode du gouvernement. Des syndicats hors jeu depuis l'échec des négociations interprofessionnelles fin février. Le Premier ministre Édouard Philippe seul à la manœuvre et un passage en force de la réforme par décret dans le courant de l'été avec une mise en application pour les nouveaux bénéficiaires de l'assurance chômage dès le début de l'année 2020. Voilà un petit peu à quoi il faut s'attendre, c'est-à-dire que là les chômeurs vont devenir, j'ai envie de dire, persona non grata. Pas forcément persona non grata, mais en tout cas ils vont quand même. Alors, je peux pas rester si longtemps. Non, Abdeslam. Est-ce qu'il quand même il est temps de dire aussi, il est temps de revoir un petit peu ce système qui est super mal foutu. Aujourd'hui, clairement en France, quand on ne travaille pas, on peut gagner franchement mieux sa vie quand on a travaillé. C'est quand même un problème. Et personne, y compris ce gouvernement en place, n'a réussi à résoudre ce problème. Mais bien sûr qu'il n'est pas normal que l'inactivité paye plus que l'activité. Donc c'est pour ça qu'il faut déjà revaloriser les salaires. Mais à côté de ça, sur le projet d'assurance chômage, il y a plusieurs points. D'abord le principe du bonus-malus sur les contrats courts entre 5 et 10 secteurs. L'idée c'est d'encourager et d'inciter les patrons à faire des contrats plus longs pour avoir moins de charges sociales, et lorsqu'ils font des contrats très courts, du coup le principe du bonus-malus, qu'ils soient plus taxés parce que justement ils jouent beaucoup plus avec la flexibilité. Sauf que c'est pas ce qui se passe parce qu'on assiste quand même à une ubérisation des entreprises. Aujourd'hui les entreprises, on est en train de leur dire on peut embaucher quelqu'un et de le dégager du jour au lendemain sans aucune explication. Ils auront tout intérêt. Ils auront tout. Non, Christophe, ça existe depuis toujours. Christophe, tu découvres le marché de l'emploi depuis 2 ans. Non, Christophe, ça a toujours été ça. Attends, les intérims, non, pas vrai. C'est pas vrai. Vous manquez de. Enfin, j'ai affaire à des amis amnésiques, mais je suis désolé. Absolument pas. Non, si. Autre chose concernant le droit à l'indemnisation pour les démissionnaires et indépendants, ça on n'en parle pas. Ça veut dire que dorénavant, on pourra. Vous avez des gens qui sont dans des boulots qui sont en souffrance parce qu'ils ne sont pas dans un emploi qui leur convient et qui se disent si je démissionne je perds tous mes droits. Sachez une chose, ils pourront démissionner et continuer à toucher leurs droits. D'accord? Et ce qui permettrait. C'est pas une nouveauté. Mais quoi, c'est pas une nouveauté? Non, ça n'existe pas. Je peux répondre ou pas? Mais je voulais aller au bout de mon propos, mais vas-y. Mais vas-y, alors non, justement, je vais rebondir sur 2 choses. L'inactivité paye plus que l'activité. Il faut juste savoir que quand vous êtes au chômage. C'est vrai ou faux? C'est faux. Comment ça c'est faux? Arrête. Je peux développer ou pas? Non, mais je t'emmène voir des gens tous les deux au chômage gagnent plus que moi et toi réunis. C'est complètement faux. Mais est-ce qu'on peut au moins expliquer pourquoi c'est faux? Non, mais c'est pas faux. Une personne dit que c'est vrai. Non, forcément, si tu prends 2 personnes qui gagnaient 10 000 euros par mois et qui se retrouvent au chômage, faut sortir de ta ZAD. Et effectivement, et toi tu gagnes 3 000 euros par mois, forcément ils vont gagner plus que toi. Sauf qu'il faut dire que l'assurance chômage est dégressive, qu'il est sur 27 mois maximum et qu'il est calculé à partir du 75% du salaire brut. Donc à salaire égal, si tu te retrouves au chômage, tu gagnes 25% de moins. Après, ce qui est vrai, parce que c'est un raccourci simpliste. Il est vrai que moins tu gagnes et plus t'as un levier balancier en face d'aide, par exemple sur la réduction de la cantine, sur les APL, sur la CMU, etc. Et donc si tu fais ce rééquilibrage, tu as l'impression, je dis bien, tu as l'impression que quelqu'un à salaire égal, lorsqu'il est inactif, gagne plus parce qu'effectivement il a plus d'aides qui compensent. Et là on se pose la question de mais pourquoi du coup je vais travailler puisqu'avec les aides et avec ce que je touche de manière dégressive, puisqu'à un moment donné ça s'arrête complètement, pendant en tout cas 6-7 mois on gagne la même chose que si on travaillait. La vraie question elle est pas du tout là. C'est quoi? Parce que quand Abdel Salam dit grâce à Macron maintenant j'ai jamais dit tu quittes ton boulot, mais c'est pas grave. Non mais je vais te dire pourquoi c'est faux.
En 2001 exactement, je me plaisais plus dans mon activité, j'ai démissionné. Au bout de 3 mois, en prouvant que je faisais des recherches actives, etc., j'ai pu bénéficier du chômage au même titre que si j'avais été licencié, etc. C'est pour ça que je vous dis, il a rien inventé, il a juste mis Moi j'ai démissionné, j'avais pas le droit au chômage. Tu n'as pas le droit pendant 3 mois. À partir du 3e mois. Écoute, j'ai suivi ce processus, je t'invite fortement à réfléchir à 2 fois. Quand tu es démissionnaire, tu perds tous tes droits. C'est faux. Si, monsieur. Quand tu es démissionnaire, ça, il faut que vous le sachiez. Quand ils ont trouvé un CDD derrière, quand vous êtes démissionnaire, pendant 3 mois, vous n'avez le droit à aucune indemnité. Vous n'aviez, puisque maintenant, comme ça a été modifié, c'est beaucoup plus rapide. Vous n'aviez le droit à aucune indemnité, sauf que personne ne vous le dit. Et au bout de 3 mois, en présentant les justificatifs de recherche de travail active, à ce moment-là, vos droits sont réouverts comme si vous étiez licencié. Je te le dis puisque non mais d'accord, mais bien. Non mais j'irai faire mes recherches sur Légifrance. Mais tu peux le faire. Mais je vous donne. Mais écoute, mais ça m'étonne. Vous savez quoi? Je vous jure que c'est vrai. On se fout la pub et on recherche. D'accord. Voilà. Voilà. Ne bougez pas. Réponse dans un instant sur France Maghreb 2 avec un avis tranché aussi signé Bouriaki dans un instant. Il va nous parler de son petit dernier qui est né. Bienvenue mon Alan. À tout de suite. Et on a eu le temps de vérifier les amis, on a vérifié effectivement et Abdeslam Bouriaki il avait pas tort. Hein. Non, il avait pas complètement raison. Non, mais il avait ça pas n'existe pas. Non. Bien sûr, j'avais complètement raison. Bon, voilà. En tout cas, on peut le voir donc sur le site. Sur Légifrance. Alors, vous allez sur le site l'expert-comptable.com qui vous donne et les articles de loi et les conditions. Donc moi, en 2000, c'était 3 mois. En 2014, c'était 4 mois. Après 4 mois de recherche active d'emploi, c'est-à-dire qu'il faut que vous rameniez les justificatifs, comme quoi vous avez bien envoyé, que vous avez reçu des réponses négatives, que vous êtes présenté à des entreprises, qu'il y a bien le tampon de l'entreprise. Mais si vous changez d'adresse, vous déménagez à l'autre bout de la France, donc vous démissionnez pour résidence, et ben vous avez le droit aux allocations. C'est l'ARE, c'est l'allocation de retour à l'emploi, qui est une somme qui est allouée lorsque l'on crée une entreprise ou lorsque l'on reprend démission pour changement de résidence et des droits aux allocations. Démission du bénéficiaire de certains contrats de travail. Démission consécutive au non-paiement des salaires. Démission à la suite d'actes délictueux. Démission durant une période d'essai. Démission pour reprendre un emploi à contrat. Toutes ces cas. Mais qui n'entre pas dans le cas du CDI. Mais ça rentre dans. Il faut avoir travaillé CDI ou CDD un nombre d'heures bien précis pour pouvoir bénéficier des allocations chômage. D'accord. Bon, Audrey, tu me les mets d'accord? Oui, non mais. Dans ce cas de figure. Moi, j'ai plutôt tendance à être d'accord avec Abdel Salem. Je pense que c'est la loi. C'est la retour à l'emploi, mais bon. Bon, allez, on va avancer les gars. Sauf que personne ne vous le dit parce que personne n'a intérêt à vous le dire. Bien sûr. La vérité est ailleurs. Bon, voilà. Oui, elle est sûrement pas en Macronie, je te le dis. Oh, non, ça c'est pas. Ni en jardinerie. Allez, hop. Allez, on enchaîne. Les municipales, tiens, ça vous parle. Elles sont d'ores et déjà bien lancées, et notamment à Paris. À tel point d'ailleurs que il y a une bataille qui fait rage, une bataille qui fait rage. Ouais, j'en bafouille. Au sein de la République en marche. Paris où la bataille fait rage entre les candidats de la République en marche. Mais pas question de primaire. Comme partout en France, c'est la commission nationale qui désignera le candidat le 9 juillet prochain. Il n'y a aucun doute sur les 6 candidats qui sont ici présents. On ira et on soutiendra toute la liste, tous ceux qui seront désignés par cette commission nationale d'investiture. Paris a besoin d'alternance, les gens n'en peuvent plus des années Hidalgo. Ça c'était Mounir Majoubi, ça me rappelle Manuel Valls qui avait dit effectivement vous vous rappelez pour les primaires. Ah non, par contre ils sont très disciplinés en Macronie. Ils obéiront aux ordres de cette fameuse commission occulte qui ne respecte pas très bien la démocratie locale, parce que ce serait quand même bien de demander aux partisans, aux sympathisants ou aux militants de la République en marche qui sera la meilleure tête de liste pour conduire cette liste, par exemple. Nous, vous voyez par exemple à Europe Écologie Les Verts, David Béliard a été désigné par les militants et les sympathisants. Et il y avait 2 candidatures, enfin plusieurs candidatures, mais en tout cas David Béliard avait recueilli quasiment 50% dès le premier tour, et Julien Bayou qui avait recueilli 40% s'est désisté automatiquement, comme on a eu le cas à Ivry, comme à Orly, comme partout. Nous, c'est les militants et les sympathisants du groupe local qui décident de la stratégie, de l'alliance et des décisions et des têtes de liste. Voilà. Qui a le plus de chances de détrôner Hidalgo, Griveaux ou Majoubi? David Béliard. Non, je parle de la République en marche. Pardon. Ouais. Audrey. Là, franchement, j'ai... Aucun des deux. Mais
Franchement, j'arrive pas à répondre à cette question. Abdeslam. Alors, moi je pense qu'Anne Hidalgo ne peut pas gagner. Donc de toute façon, elle ne sera pas élue, elle ne sera pas la prochaine maire. Ensuite, peu importe qui sera le. Ouais. Ah, certains. Non. Certains. Tu peux y aller. Je crois j'ai la foi. Certains. Ouais. Elle est en train de se tirer une balle dans le pied dans tout ce qu'elle fait. Alors, moi j'espère vraiment la cerise sur le gâteau, c'est le périph' à 50 km/h. Alors, sur 2 voies. Donc c'est n'importe quoi. Oui, non, mais ça, si ça rentre pas dans un cadre global. Anne Le Breton a tout mon soutien. C'est une amie. J'ai eu l'occasion de passer la nuit dehors avec les SDF et avec elle. Anne Le Breton de quel parti? La République en marche. Oui. Ah oui, d'accord. Qui est une amie et que j'embrasse. Très bien. Et elle aussi, on l'embrasse. Ouais, très bien. Oui, et qui est la seule femme candidate. Et qui ne sera pas désignée par la commission d'investiture. Écoute, tu peux prendre le pari. Bon, alors, arrêtez avec vos paris. Bon, on enchaîne avec le Premier ministre Édouard Philippe. Il a des ambitions présidentielles, le Premier ministre Édouard Philippe. Non. Il a répondu hier soir. Il était l'invité de C'est à vous sur France 5. Voici ce qu'il a dit. J'ai décidé, quand le président de la République m'a nommé Premier ministre, que on allait tenter quelque chose qui depuis longtemps ne se fait plus, c'est-à-dire que je n'allais pas utiliser Matignon comme une rampe de lancement pour quoi que ce soit. Pour les ambitions présidentielles. Ou comme une façon de jouer le décalage quand ce serait utile pour moi ou quand ce serait agréable. Les Républicains, c'est leur avenir, vous vous en fichez? Est-ce que vous considérez que c'est mort, qu'Emmanuel Macron a repris le créneau, ou vous regrettez qu'il n'y ait pas une grande force d'alternance à droite? Écoutez, ils sont très nombreux à se poser cette question. Je suis sûr qu'ils vont trouver une réponse. Donc c'est la réponse 1, vous en fichez. Ah non, mais pardon, mais vous n'allez pas donner la réponse à cette question. Moi, je suis pas là pour ça. C'est pas mignon ça. C'est beau la langue de bois. Il s'en fout, pas mal. Dans son ancienne famille politique. Il peut s'en foutre parce que un mois avant, il disait que Macron il servait à rien, qu'il était inexistant, et puis après il a accepté de devenir Premier ministre. Tu me retrouveras l'article où il a dit ça. On rediffusera la vidéo. Je suis pas totalement convaincu que ce soit la langue de bois parce que Macron il a au moins une. Il est dans la lignée d'Alain Juppé. Je crois qu'il est loyal et droit Macron, dans ses bottes. Il est ce qu'il est, mais il y a une chose qu'on peut pas lui retirer, c'est qu'il arrive à fidéliser justement ses collaborateurs. Bon, voilà pour le zapping, messieurs dames. Avant de passer aux infos zappées, nous allons maintenant enchaîner avec un nouvel avis tranché. On est prêt de notre côté, tout va bien? Oui, c'est bon. Avis tranché de notre ami. Attends, il faut lui donner le câble. Ouais. Et après, en tout cas, moi j'ai retrouvé la vidéo où Édouard Philippe fracassait Macron. Mais tu m'en verras. Ouais, non mais non, mais j'en ai marre de gagner contre Abdeslam, c'est trop facile. Attends, le combat c'est tout à l'heure, messieurs, dames. Le quiz c'est en fin d'émission. Calmez-vous. Voilà. C'est du très lourd. Absolument. Elle va vous laminer, vous allez voir. Effectivement, puis d'ailleurs il y a Bruno Le Maire aussi qui en avait mis une couche sur Macron. Tous. Darmanin, etc. Bayrou, tous. Bayrou non, il était un peu. Non mais Bayrou il avait des raisons. J'ai la vidéo. Bayrou il avait des raisons. Ah ouais? On peut pas dire qu'il a été très tendre Macron avec lui. Non, je parle avant l'élection. Hein. Je parle avant l'élection. Bon, qui servait à rien en gros, et puis après ils ont été vite à la gamelle. Bah évidemment, comme beaucoup d'ailleurs. Bon, alors c'est parti pour la vie tranchée. Jingle, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Philippe Boriaki, ici présent, est papa depuis dimanche et il en a fait donc un avis tranché pour nous présenter son petit Alan. Bienvenue mon Alan. Bienvenue, willkommen, bienvenida, dobro provaz, abruzu, benvenido, benvimi, marhaba mon fils. Je vous rassure, la maman se porte très bien et le bébé aussi. Pour ceux qui se posent la question, pourquoi Alan? C'est très simple. Mon père s'appelait Alain, qui est aussi le prénom de mon premier fils. Et qu'il est arrivé le jour quand même de la fête des pères. Donc, Alan. Alan avec un seul L, parce qu'avec 2 L, il peut s'envoler. Quel beau cadeau pour la fête des pères. Merci à toi, ô Tout-Puissant, Allah, Yahvé, Jéhovah, Dieu. Alan, bienvenue dans notre monde, mais c'est aussi le tien, mon fils. D'ailleurs, si je voulais faire le philosophe, petite dédicace à nos bacheliers qui passent en ce moment cette épreuve, je dirais que chaque jour qui passe, c'est un peu plus le tien et un peu moins le mien. Oui, mon fils, le temps qui passe nous rappelle que prochainement, pour moi, il faudra que je te rende les clés de la vie. C'est le propre des êtres humains, l'obsolescence programmée dans sa splendeur. Mais que vois-je couler sur ta joue provenant de ton œil, mon fils? Une larme? Pas de tristesse, j'espère, mon enfant. Ah non, hors de question, remplace-la par une larme de joie, de rire, de bonheur et d'amour. Oui, amour, ce mot ne doit pas être tabou, car il est l'essence même de la vie, de la relation entre les enfants,
d'Adam et Ève pour les croyants et croyantes, ou Cheetah et King Kong pour les darwiniens et les darwiniennes. Oui, mon fils, je vais t'apprendre à aimer. Parce que c'est beau, c'est fort, c'est juste magnifique. Parce que quand on aime les autres, on aime la vie, et lorsqu'on aime la vie, on est heureux. Tu verras, mon cœur, le bonheur, c'est souvent les choses les plus simples. Tu verras que par amour, on peut déplacer des montagnes. Autour de toi, il y aura des frères et des sœurs qui seront aspirés par ce tourbillon du toujours plus, qui les poussera à être éternellement, quand même, en compétition les uns et les autres. Cette spirale du toujours plus vite, parce que le temps défilé ne s'arrête pas. Lui, non. Mais si on le voulait, on peut faire, nous, une pause dans cette société ultra-productiviste. On peut s'immobiliser un instant pour prendre le temps afin de réfléchir au devenir de notre planète. Ta planète, mon enfant. Crois en tes rêves, ne laisse personne t'empêcher d'y arriver. Tombe autant de fois qu'il sera nécessaire, mais relève-toi toujours. N'essaie pas d'être le plus riche du monde, mais le plus heureux. Autour de toi, je disais qu'il y aura des frères et des sœurs qui seront malheureux, dans la souffrance, démunis, parce qu'autour d'eux, on aura oublié la force de l'amour, l'entraide, la solidarité et l'humanité. Alors n'oublie pas, mon fils, que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Ensemble, construisons un avenir meilleur pour celles et ceux qui arrivent après nous. Je t'aime, ton père. Magnifique, c'est beau les gars. Ah ouais. Hein ouais. Voilà, ça c'est du Boryaki, tout craché. Et on pourra lui faire écouter, hein, c'est l'avantage. Ouais, dans quelques années. Dans oui, quelques c'est années. Ça, je me disais, tu vas pouvoir le garder en mémoire, tu lui remontreras. Ouais. Bon, alors, maintenant nous allons passer, avant de parler de la République en marche, qui a des ambitions qu'on pourrait qualifier de pas franchement ambitieuses pour les municipales. Grandement atteignable. Ouais, alors on y va pour les infos zappées, parce que on n'en oublie pas quelques infos zappées, messieurs dames. Bienvenue, vous êtes bien sur France Maghreb 2, à l'écoute du Grand Forum. Vous sortez peut-être du travail, soyez les bienvenus. 17h36, vous êtes sur France Maghreb 2. Alors quelques infos zappées. Selon Mediapart, Michel Platini, qui est l'ancien président, comme tout le monde le sait, de l'UEFA, a été placé aujourd'hui en garde à vue dans le cadre de l'enquête pour corruption sur l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. L'ancien capitaine de l'équipe de France de football est interrogé dans les locaux de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. C'est à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. C'est ce que précise en tout cas le site Mediapart. L'ex-secrétaire de l'Élysée également, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, est pour sa part entendu en tant que suspect libre dans le cadre de cette enquête préliminaire conduite depuis 2016 par le parquet national financier PNL, précise Mediapart. Il y a quelques jours, le média britannique Sunday Times évoquait un contrat secret qui aurait été passé, écoutez bien, entre la FIFA et la chaîne qatarienne, Al Jazeera, 3 semaines avant l'attribution du Mondial 2022. Ce contrat a conclu à l'approche de la fin de la campagne des candidatures selon des documents qui ont été diffusés par le journal britannique, prévoyait notamment le versement de 100 millions de dollars, environ 75 millions d'euros autour, donc sur le compte de la FIFA en cas de désignation du Qatar comme hôte du Mondial 2022. Vous vous rendez compte, messieurs dames, là on est dans le fric, là, total. Ah, ça sent pas bon. Non. Pour Michel Platini. Petit commentaire, non? Moi non, moi je savais très bien que, je suis pas étonnée en fait de cette information, même si je suis pas spécialiste dans le foot. Effectivement, on est vraiment dans le business quoi, à fond. Moi j'ai un copain qui m'avait dit, tu verras, la Coupe du Monde 2022 n'aura pas lieu au Qatar. Ah, moi j'ai été persuadée parce qu'ils ont déjà commencé à construire des stades. Il y avait déjà des infrastructures qui avaient déjà commencé à être. Non, moi j'étais persuadée. Après Mais ouais, c'est une question d'argent, bien sûr, ce que tu disais, quoi. Après, je m'y connais pas. Ouais, moi, j'aimerais avoir, moi, en tout cas, une pensée sincère et réelle à tous ces hommes déplacés de pays où on a très faim, qui ont été ultra sous-exploités au Qatar, qui ont travaillé dans des conditions inhumaines. Il y a eu des milliers de morts. Au Qatar, hein, oui, non mais là du coup on parle du Qatar, mais tu as raison sur tous les endroits où il y a eu des. Mais là, je pense aux Indonésiens qui ont tout quitté pour. Et vous savez que ce qui se passe quand on arrive dans ces pays-là. La première chose que votre patron fait, c'est de vous confisquer votre passeport. Ouais, absolument. D'accord. Et donc, ça serait bien aussi qu'on enquête sur ça aussi. Mais en même temps, dès qu'il y a corruption, dès qu'il y a trafic, on enchaîne parce que j'ai plein d'infos à Mon avis ne t'intéresse pas. Bon, je note. Non, vas-y, je t'en prie. Non, mais juste pour dire que la politique et le sport font très mauvais ménage. Mais quand on a
Platini qui est reçu à l'Élysée par Nicolas Sarkozy avec un Qatari qui est là justement et qui convainc du contraire, puisque Michel Platini voulait voter pour les États-Unis. Vous voyez, c'est vraiment dégueulasse de se retrouver. On est loin des valeurs de l'olympisme et du fair play du sport. Autre info zappée qui nous emmène en Arabie Saoudite. Vous avez peut-être entendu parler du sort de ce jeune Saoudien de 18 ans arrêté alors qu'il avait 13 ans et condamné à mort. Eh bien, en août, il ne sera finalement pas exécuté, c'est ce qu'on a appris. Ont indiqué lundi des militants après que son cas ait suscité de vives critiques à l'international. Donc la mobilisation paye, c'est ce qu'il faut retenir dans cette info. Tant mieux. Bravo. Voilà. Tiens, je vous parle du président de l'association culturelle des musulmans de Drancy, Hassan Chalgoumi, a rencontré avec une délégation le président d'Israël. L'imam a notamment mis en cause l'islam politique, cause unique selon lui de la haine. L'imam controversé, connu pour ses liens étroits avec une certaine frange de la population, selon le quotidien Times of Israel, eh bien, a entamé le 13 juin dernier une visite dans les territoires occupés de Cisjordanie à l'invitation de groupes de pro-colonie, quoi. Alors, Hassan Chalgoumi a expliqué que le soutien au boycott anti-Israël, BDS, était contraire à la loi coranique. Contraire à la loi coranique pour Chalgoumi. Qu'est-ce que ça vous évoque? Franchement, j'ai même pas envie d'apporter d'explication ou de justification d'un type. Je vais pas l'insulter parce que je voudrais pas un procès, mais je déplore sa médiocrité. Alors moi je vais le dire sur le ton de l'humour et ça serait bien qu'il me fasse un procès chez Chalgoumi parce que comme ça on aura l'occasion de discuter de vive voix. Faut qu'il change rapidement de dealer. Parce que là elle est périmée. Hein. Non mais le mec est fou. Vous voyez bien que le mec est dingue. Le mec est dingue. Ça serait bien qu'on fasse une enquête de savoir d'où vient son financement à Chalgoumi. Soit il n'est pas conscient de ce qu'il dit, soit il sait qu'il a des intérêts à le dire. Il n'y a pas 40 000 solutions. Bon, non, voilà. Ça me pose pas de souci que le mec soit partisan d'un côté ou de l'autre. Moi, j'ai pas de problème avec ça, du moment que les gens s'assument pleinement. Non, mais de dire autant de conneries en une phrase. Mais d'où vient le financement et l'argent personnel de Chalgoumi? Ouais. Bon. Alors. On va parler un peu d'En Marche maintenant. Et l'objectif affiché pour la République En Marche, c'est au moins 10 000 conseillers municipaux après mars 2020. Ça me paraît peu, moi, messieurs. On a fait les comptes, ça fait pas beaucoup cette histoire. Combien il y a de conseillers? Alors combien il y a de conseillers municipaux d'abord? Alors moi j'en ai recensé 536 519. 10 000, ça fait combien de pourcentage? Vite, allez, on va voir si vous êtes bon en maths là, c'est le bac là. 2%. 2%. Ouais. Donc comment la République En Marche peut s'afficher avec ce... Non, c'est pas possible, il y a une erreur, il y a un zéro qui a dû sauter quelque part, c'est sûr. Non mais attends, il faut bien comprendre la stratégie de la République En Marche, surtout de Macron et consorts. Je parle sous le contrôle d'Abdeslam. Emmanuel Macron nous parle depuis le début de la réforme, en tout cas de la Constitution. Et c'est constitutionnel, pour pouvoir changer une virgule dans la Constitution, il faut les 3/5 du Congrès. Le Congrès, c'est l'Assemblée nationale, les députés ainsi que les sénateurs réunis ensemble dans un même hémicycle. Et on procède à un vote. Sauf qu'à chaque fois qu'ils font leur calcul, effectivement, il a la majorité à l'Assemblée nationale, mais au Sénat, il est très très loin du compte. Alors il y a quelques sénateurs qui ont dit, écoute, il n'y a pas de souci, on va venir voter pour toi, mais il faut savoir comment sont élus les sénateurs. Les sénateurs, c'est un suffrage indirect. C'est-à-dire lorsque vous élisez... C'est un suffrage direct. Indirect. Non, un suffrage universel indirect. Mais non, mais c'est indirect. C'est non, mais ça, je te le confirme. Encore un resto. J'en ai marre de grossir là avec Zazalem, ça suffit. Alors indirect pour toi parce que t'es pas élu. Non, indirect pour la population. On élit pendant les élections municipales des grands électeurs, les conseillers municipaux. J'y arrive, s'il te plaît. Et puis on élit aussi pendant les départementales et les régionales. Est-ce que tu sais pourquoi? Mais non, mais juste j'y arrive. Non, je veux même plus le savoir tellement que je trouve ça écœurant cette histoire de suffrage indirect parce qu'on prive quelque part la démocratie. Et on a vu que des sénateurs dans le sud, 2 sénateurs, Rajling et l'autre, j'ai oublié son nom, à Marseille, qui a eu des comportements indélicats avec Linza Frenzel en lui demander de venir entre midi et 13h à l'hôtel. Pourquoi? Non, écoute, je crois que ça se fait pas de demander à une dame en pleine séance du conseil municipal de Marseille lui dire on sait où est-ce qu'on s'éloigne du sujet. Justement, il y a des gens qui ont été élus et qui ont modifié leur vote au moment de ces grandes élections. Donc on va voter pour les départementales et sénatoriales et c'est eux
les conseillers municipaux, les conseillers départementaux, les conseillers territoriaux, les conseillers régionaux qui vont élire des et les délégués. Et les délégués listes, ouais, mais là, d'accord. Et les délégués, parce que lorsque vous avez un nombre bien défini, vous avez des citoyens qui viennent rejoindre la liste. C'est tellement complexe que si on dit ça aux gens, ils vont venir fou. Et donc, Macron, pour pouvoir modifier ça, a besoin d'avoir un maximum de grands électeurs. Et la stratégie de la République en marche est la suivante. Partout où ils pourront gagner tout seuls, ils se poseront aucune question, parce qu'ils ont besoin de grands électeurs. Partout où ils devront dealer avec les gens de droite pour gagner une mairie, ou les gens de gauche, ils ont créé d'ailleurs 2 collectifs, un qui s'appelle le collectif démocrate et l'autre progressiste libéral, pour pouvoir s'affilier à gauche et à droite dans les mairies qui sont de gauche ou de droite, mais ça reste toujours la même chose en fin de compte. Ils dealeront sans aucun problème. Et partout où ils n'auront aucune possibilité de renverser les mairies, ils vont essayer de rentrer dans la majorité municipale, comme par exemple à Orly, la République en marche fait les yeux doux à Christine Jeannodet, qui est gauche citoyenne, qui fait aujourd'hui une majorité avec le PS et le PC. Ils n'ont aucun état d'âme, ces gens-là. Et donc, moi je vous invite fortement... Sauf les écologistes. Je vous invite fortement à voter pour toutes les listes de rassemblement des forces écologistes. C'était pas le sujet, Philippe, hein. Non, mais voilà pourquoi il a besoin de minimum, au moins. Vous comprenez, t'aurais dû commencer par la fin. Mais non, mais évidemment. Bon, Philippe, si tu permets. Non, mais c'est la réalité ou pas? Est-ce qu'il a besoin de grands électeurs pour avoir des sénateurs? Tu remets en cause les 2 chambres. Je remets pas en cause. Non, mais si. Pas du tout. Non, le fait que justement tu ne puisses pas voter pour les sénateurs, il y a 2 assemblées. La première, c'est l'Assemblée nationale. Ce sont les électeurs qui votent pour leurs députés dans chaque circonscription. En ce qui concerne le Sénat, c'est les territoires. Et en fait, le Sénat doit être à l'image de l'ensemble des conseils sur le territoire. Quand je dis sur le territoire, je parle pas que de l'Hexagone. Je parle de la France dans son ensemble, dom-tom compris. D'accord, ultramarin et tout le reste. Les sénateurs sont élus par les grands électeurs pour qu'il y ait une représentativité des territoires. Naturellement, l'utilité, la légitimité qu'a le Sénat, d'abord c'est un contre-pouvoir, comme tu peux le voir, puisque le Sénat est à droite. Ça veut dire que dans le territoire français, dans son ensemble, nous avons une majorité d'élus de droite. D'accord ? On est dans un pays de droite, en tout cas sur les territoires. Non. Parce que les sénateurs sont élus pour 9 ans. Et non, ils ne sont pas élus pour 9 ans, ils sont élus pour 6 ans. C'était Lionel Jospin qui avait réformé. Tu renouvelles un tiers tous les 3 ans. Non, pas un tiers, non, c'est un demi. Non, monsieur, c'est un demi tous les 3 ans. Et ils sont élus pour 6 ans. C'est Lionel Jospin qui avait réformé justement le Sénat. Il leur avait dit ou vous réformez ou je vous fais disparaître. Et donc ils ont consenti à passer de 9 ans à 6 ans. Et la moitié de l'Assemblée se fait réélire tous les 3 ans. Donc la prochaine moitié du Sénat sera remplacée juste après les municipales. Donc d'où l'intérêt pour Emmanuel Macron d'avoir un maximum d'élus, de conseillers municipaux, d'adjoints au maire, de maires, pour justement pouvoir faire basculer. Oui. Je connais mal le champ. Et donc, du coup, naturellement, ce chiffre de 10 000 est vraiment très très faible au regard du nombre. Hein. On a environ 37 500 communes, on a 536 000 conseils municipaux. Il y a largement de quoi faire. Est-ce que ça lui suffit finalement 10 000? Non, ça suffira pas. Absolument pas, parce que tu sais qu'en moyenne, il faut à peu près 147 grands électeurs pour un sénateur. Tout dépend des départements, puisque pour le coup, parce que il y a des départements, exactement, et donc il y a beaucoup moins d'élus à certains endroits et beaucoup plus d'élus à d'autres. T'as des départements où avec 80-90 grands électeurs, tu peux te faire élire. Bon, Audrey, est-ce que la République en marche peut quand même... est-ce qu'elle joue son avenir finalement de ce moment avec ces élections municipales? Non, je pense pas. Non, concrètement, je pense pas. Même si au niveau des voix, j'écoutais avec beaucoup de ferveur le raisonnement d'Abdel Salem et celui de Philippe, même si je suis pas forcément d'accord avec toi. Regardez Philippe. Oui, je regardais Philippe, effectivement. Oui, non, je pense pas qu'Emmanuel Macron, la République en marche, joue son avenir à travers ces élections, concrètement. Alors, si vous me permettez, il y a juste une chose. Pour la réforme des institutions, à savoir la part de proportionnel et la réduction du nombre de parlementaires, il faut absolument passer par le Sénat et par l'Assemblée nationale pour justement avoir à réformer tout ça. Oui, absolument. Donc c'est une nécessité. Pour l'heure, il peut pas changer la Constitution. Non, parce qu'il n'a pas les 3/5 du Congrès. Pour éventuellement se faire comme Sisi, rester président jusqu'en 2030, par exemple. Non, il le fera jamais. Non, mais il restera président que 10 ans. On sait pas. Bon.
Dans un instant, est-ce que vous connaissez cette musique? Ah oui. Ouais. Ah, qu'est-ce que c'est stimulant. Même moi je la connais. Ah là là. Quand même. Je me passerai sans bout. Audrey pronostic. Oui. Au centre. Ouais. À gauche de cette table, Abdestamitash. Mais que autour de cette table. Et à droite, dans l'hémicycle. Philippe Bourriachi, comme quoi il a bien basculé celui-là. Ouais, tiens. Ça y est. Et les écolos sont inspirés par tout le monde en ce moment. Dans un instant, le Tout le quiz monde du veut nous LGF. inspirer, c'est pas Qui pareil. sera le vainqueur? Réponse dans un instant. Ne bougez pas, restez bien branchés. France Maghreb 2. Bien sûr, le filmait ce quiz. Ah, bonne idée. Comme ça, on pourrait voir les têtes des. Comme ça, le petit Alan pourra le voir dans 20 ans. C'est clair. C'est ça. Son père s'est fait laviser. Connaissant son père, tu vas faire une compilation. Mais tu te rends compte, t'as vu, j'ai tout le monde. Papa, contre t'étais moi. bien sur la C'est vie ça, tranchée, mais le À quiz. tout de suite. Mais le quiz. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Je vous invite, messieurs, dames, à aller tout de suite sur la page Christophe Le Grand Forum pour voir la tête des joueurs aujourd'hui. C'est parti pour le Grand Forum, le quiz du Grand Forum sur France Maghreb 2 avec Philippe Bourriachi, notre écolo, évidemment, ici présent. Audrey Pronosti, journaliste. Merci. Monsieur Abdeslamitash, élu Modem 93. Toujours présent. Attention, c'est parti avec 7 questions aujourd'hui. Pas une, pas deux, 7. 7. Voici la première question. Nous sommes le 18 juin. Le 18 juin 1940. Général de Gaulle. Non. La Calmez-vous, BBC. attention, ça mérite, ça, je pourrais enlever un point, hein. Faites gaffe. Hein. Réfléchis. 1940. Donc le général de Gaulle lance son fameux appel à Londres. Ouais. Sur quel média? La BBC. La BBC. Oh, Abdeslamitash. Il est là. Attends. Il est là. Parce qu'en fait, il faut savoir, mais il faut aller Je vite. demande une enquête indépendante. Il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête. Comment tu pouvais dire BBC bien avant qu'il pose la question? Parce que je sais que c'était cette radio. Non, il a Mais pas- non, mais il avait Non, mais bien anticipé avant, la bien avant, elle a dit question. BBC. Ah, tu laisses supposer Voilà, que Christophe. Taisez-vous. Tu laisses Boyaki. supposer que Christophe. Bah, c'était logique, il avait Taisez-vous. donné tellement d'éléments que ça pouvait être que ça la Et question. c'est pour ça que l'important. Bien avant qu'il parle de la Mais Est-ce que je peux en Faut pas placer une parler. ou c'est quoi? Alors, je rappelle qu'il faut bien écouter les questions et ne pas répondre comme Avant. ça, n'importe comment. D'accord, on répond pas avant. Sinon, j'enlève D'accord. des points, moi. Faites Ça gaffe. marche. Hein. Donc, Abdeslam, 1 point. On est en 1946, 18 juin. Chute de la monarchie d'un pays européen, ainsi la création de la République. Mais de quel pays s'agit-il? République tchèque. Non, Autriche. non. Attends, répète quelle date? On est en 1946. Chute de la monarchie et donc la création de la République d'un pays européen. De quel pays s'agit-il? La Belgique? Non. C'est un pays frontalier, oui, mais c'est pas la Belgique. Luxembourg. Non, L'Allemagne. non. L'Italie? L'Italie. Oh là là. Bonne réponse, Boyaki. L'Italie, oui. Création de la République La honte. italienne en 1946. Attention, troisième question. 1 point pour Boyaki, 1 point pour Abdeslamitash. Audrey, il faut se réveiller. Le général Naguib proclame la République de quel pays? Égypte. En Égypte. 53. Mais non, mais ça paraît- Abdeslamitash, Égypte. Mais j'avais la réponse pour la BBC, j'avais la réponse pour l'Égypte, c'est bon là je vais. Ah, puis je suis une mauvaise perdante moi. Il est là, Abdeslam, il est là. 2 pour Abdeslamitash. On est en 1999. Quel ancien ministre de la Santé est mis en examen? Marie-Georgina Dufour. Taisez-vous, Bourriaki. Pour homicide involontaire dans l'affaire du sang contaminé. Edmond Hervé. Non. Non, Georgina Dufour. Non. Un ancien ministre de la Santé qui a été. Fabius. Non. Non, Non. qui a été ministre de la Santé entre 88 et 91. C'était un tout-bib d'ailleurs. Oh punaise. Pas Védrine, c'est. Non. Hubert. D'ailleurs, les fumeurs lui en veulent beaucoup. Evin. Moi je demande le replay. Ah, tu Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est toi qui. C'est toi qui es là. Non, non, c'est toi. C'est Abdeslam. Merci. Quoi? Ah oui, c'est Abdeslam. Quoi? Ah écoute. Ah non. Ah non, bah, Et tu réécouteras l'enregistrement. Non, mais tout le monde est témoin. Tout le monde est témoin. Toute la France Ah non, et l'Europe mais non. et le monde entier est témoin que c'est Abdeslam. Je te vraiment, c'est. Mais réécoute l'enregistrement. Mais je toujours, j'ai dit Evin. Mais oui, mais j'ai dit Evin. Mais pas du Bon, tout. calmez-vous, là, on dirait des enfants d'école. Audrey, Allez, t'as basta entendu? ta cause. Audrey, Ah non, Audrey. tu ne me mêles pas des histoires d'école, Lupo, s'il te plaît. Tu tranches, Audrey? Déjà que je suis énervée de Non. pas. Non, mais Audrey, c'est vrai. tu- 3. tu pourrais quand même- Bonne réponse pour Abdeslamitash, 1 pour Bourriaki, 0 pour Audrey Pronosti. Je cherche à présent un ancien footballeur français, mais aussi entraîneur français, né le 18 juin 1941. Ah là, on se calme là, il y a beaucoup Larquet moins de bruit. Hein. Non, c'est pas l'arqué. Tu peux répéter Un la question, s'il sélectionneur. te plaît? Je cherche un ancien footballeur français, mais aussi entraîneur français. Né Hidalgo. le 18 juin 41. C'est pas Hidalgo. Giroud. Non, c'est pas Giroud. L'entraîneur de l'équipe de Le France. Maire. Excellente réponse, Abdeslamitash. Roger Le Maire, né en 41. Bravo, monsieur Abdeslamitash. 4 points. Déjà 4. Je cherche à présent un ancien marin,
mais aussi acteur, réalisateur et écrivain français. Kersozon. Né le 18 juin 47. Titouan. Il a également eu un premier rôle aux côtés de Jean Gabin dans un fameux film Deux hommes dans la ville en 73. Mort le 17 juillet 2010. Cousteau. Non. Je sais que c'était pas Son ça. prénom est Bernard. Bernard. De qui s'agit-il? Tavernier. Pas Tavernier. Taverny. Tabarly? Non. C'était un ancien marin, acteur, réalisateur, écrivain français. Né le 18 juin 47. Il a eu le premier rôle aux côtés de Gabin dans le film Deux hommes dans la ville en 73. Mort le 17 juillet 2010. Bernard Giraudot. Ah, j'ai appris quelque chose. Ouais, Bernard Giraudot. D'accord. C'est pas vrai, il était marin? Bah oui, il est un ancien marin, mon vieux. Eh ben. Voilà. Dernière question, attention, là ça va être une question rapidité. Je cherche un humoriste, acteur et producteur franco-marocain. Gad Elmaleh. Jamel Debbouze. Jamel Debbouze, elle l'a eu son point là, Audrey. Elle l'a eu. Tu parles. Il est né en 75, donc bon anniversaire Jamel Debbouze, né le 18 juin 75. Effectivement, victoire sans appel de Abdeslam Itache. Qui mérite bien la musique. Bravo. Il faut absolument que je fasse la revanche. C'est pas possible, là, mon ego il est. Non, mais je reconnais ma défaite, mais franchement, sur les 20, moi je demande. Mais je te le donne, même le point des 20, je gagne pas. Ah ouais, bah, si tu lui donnes. Oui, ça a changé. Ça a tout changé dans le processus et dans le match. Mais je vais le réécouter, mais je te promets ça. Écoute cette musique, Abdeslam. Je suis sûr qu'il va le réécouter. En plus, oui, mais évidemment. Attends, là j'étais là, il met un but des pleins de lucarne, en pleine lucarne, alors qu'il a fait main juste avant. T'as rien compris. Non. Bon, eh bien victoire une nouvelle fois, j'ai envie de dire, hein, ça devient bravo. Récurrent cette histoire avec Abdeslam Itache pour la victoire du quiz. Donc aujourd'hui, merci beaucoup à tous les trois, on s'est bien régalé. Ouais, moi, bravo, on peut applaudir Abdeslam Itache quand même. Oui, bravo, c'est vrai. Voilà, et bravo les filles de l'équipe de France de football. Ah oui, c'est vrai, elles ont gagné, mais péniblement. Hein. Ouais, bon. Bah, très mais l'important péniblement. c'est qu'elles aient gagné. Ouais, avec un penalty douteux. Hein. Ouais, Oui. bon, Ouais, allez. bah oui, tout de Pareil. suite. Ouais. En tout cas, ça va être chaud dimanche la soir. Hein. Attention. Hein. C'est contre qui? Alors je crois que c'est soit le Brésil, soit l'Italie, soit je sais plus quoi. J'aime bien l'expression l'important c'est de gagner. Bah, Quand bien on gagne, c'est ce qu'on dit, et quand on perd, c'est l'important c'est de Ah participer. non. Ouais, c'est ça. Oui, bon d'accord, mais l'important c'est. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui a osé m'envoyer cette nuit. Depuis quand les femmes jouent au football? Hein. Oh là là, Un nom, ça se fait pas. ça se fait pas. Un nom, des noms. Cette mauvaise Misogyne. Qui a dit ça? Non mais Audrey, qui a dit ça? Je préfère me taire. Je préfère me taire. C'est mieux, oui, c'est mieux si tu veux. Oui. Pour ton avenir dans le LGF, c'est mieux. Merci à tous les trois en tout cas. Dans un instant, l'excellentissime Medjed pour la suite des programmes. On se retrouve demain à partir de 16h. Salut tout le monde. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits.